sur cette. Bon, Kevin, bienvenue dans l'interview. Euh, on, Oui, s- on se connaît finalement pas hyper bien, puisque moi, je t'ai découvert il y a quelques mois de ça. Je t'ai déjà interviewé, c'est la deuxième fois que je t'interviewe. Là, l'idée, c'est que ça va être peut-être un peu plus long. On avait fait une demi-heure, je crois, la première fois. Euh, et je t'avais déjà dit la première fois que je t'avais interviewé que j'étais tombé sur toi un peu par hasard en scrollant mon fil d'actualité Facebook. Et bah, parfois, des gens que je connais pas, je me dis, tiens, je vais lancer la vidéo ou je vais lire le post. Voilà. Et j'avais cliqué sur ta vidéo, je sais pas, hein, j'avais eu l'intuition de cliquer et j'avais regardé cette petite vidéo. Je sais plus d'ailleurs de quoi ça parlait exactement, mais euh, ta vulnérabilité, pardon, m'avait inspiré, ou c'était une vidéo où, de mon point de vue, tu n'essayais pas de jouer au coach, tu n'essayais pas de donner une image, tu n'essayais pas de montrer à quel point tu étais, je sais pas, fort, invincible, qui sait tout ou quoi, mais où, tout en ayant une posture de coach, tu montrais un morceau de toi et tu montrais pas l'image du super coach. Et comme moi, de plus en plus, je m'exerce à ça, à ne pas me faire croire à moi-même que comme je suis coach, comme j'aide les gens à se transformer, j'ai tout compris de la vie, j'ai plus de difficultés, je suis plus jamais pas bien dans ma vie. Et du coup, ne pas montrer cette image-là aussi, parce que le piège, quand tu fais croire ça aux gens, c'est que les gens sentent tout de suite un décalage entre ah bah lui ou elle, il a réussi un truc que moi, j'ai pas réussi. Lui, il est 100% confiant, heureux, tout ce que tu veux dans ta vie. Et moi, quand je compare ma vie à ça, waouh, je sens qu'il y a un décalage et ça me fait me sentir pas bien. Euh, et donc, j'avais bien aimé notre premier échange. Là, moi, je suis hyper inspiré de faire ces interviews, parce que tu es la première interview que je fais d'une série de plusieurs. Et vraiment, mais avant de préparer cette interview, je me suis dit, bon, j'ai vraiment hâte de démarrer. Est-ce que tu peux te présenter, dire ce que tu fais, qui tu accompagnes? alors merci déjà Charles de cette deuxième interview. Moi c'est Kevin, j'ai 28 ans, j'ai vieilli entre deux, malheureusement, j'ai rajouté un balai à la suite ou dans le placard. J'ai obtenu mon master 3 en thérapie il y a l'année dernière, du coup ça y est, j'ai enfin un psychiatre. Mais j'ai décidé de me développer dans le coach de développement personnel parce que c'est beaucoup plus vivant, je trouve. Alors, j'accompagne les gens qui ont eu des lourds traumatismes à atteindre la vie qu'ils espèrent vivre. Et aussi, j'aide les gens dans le MLM à casser leurs barrières et tout ce qui les empêche de vivre pleinement et de foncer dans leur activité, proprement parler. Ok. Ok, donc tu cibles surtout les gens qui, tu m'as dit, ont un passé avec des événements lourds ou traumatisants et à les essayer de se construire la vie qui les inspire, quoi, c'est ça? C'est ça. Alors, traumatisant, c'est un mot qui est assez vaste parce qu'on n'a pas tous la même notion de traumatisme. Traumatisme, ça peut aller du pire, genre du viol ou du machin, et aller jusqu'à le harcèlement, par exemple. C'est deux types de traumatismes qui sont totalement légitimes toutes les deux. J'ai des gens, par exemple, qui ont du mal à parler en public. Pourquoi? Parce que quand ils étaient jeunes, à l'école, ils n'arrêtaient pas de se faire de leur gueule parce qu'ils s'étaient trompés en classe, et tatati, tatata. C'est une forme de traumatisme à proprement parler, comme un père alcoolique qui te bat peut être un traumatisme aussi, quoi. Mhm. Ok. Alors, en préparant, on va dire, cette interview, je t'ai posé la question, quel sujet est-ce que tu aimerais bien aborder pendant cette heure? Parce que moi, j'aime bien partir de la personne que j'interviewe et pas de moi apporter des idées qui peut-être vont moins parler à la personne. La première chose que tu m'as dit, c'est que tu aimerais évoquer l'idée du pourquoi, l'idée alors, tu m'as dit le pourquoi, tu m'as dit les objectifs de vie et l'importance d'avoir un pourquoi et des objectifs de vie. Est-ce que déjà tu pourrais expliquer pour toi, c'est quoi le pourquoi, c'est quoi des objectifs de vie? C'est-à-dire qu'on est dans une société aujourd'hui où la plupart des gens, on va dire,
une bonne partie de la population est focalisée sur l'argent et persuadée que s'il y a les 15 000 euros par mois, admettons, ils seront heureux et on en connaît plein des gens comme ça. Sauf qu'en fait, c'est pas totalement vrai. Alors oui, il y aura eu l'appréhension de comment on va finir la fin du mois, clairement, mais la plupart des gens seront au bout d'un moment lassés et retomberont dans la monotonie de leur vie quotidienne parce que leur vie n'a pas d'objectif. Ils n'ont pas d'objectif dans la vie, ils n'ont pas de but. Les gens aujourd'hui gagnent 1 500 euros, ils vont travailler le matin pour payer les factures à la fin du mois. Une fois qu'ils ont payé tout ce qu'ils ont à payer, ben, pour se rajouter un peu de joie dans la vie, d'épanouissement, ben, ils vont faire quelques activités. Et le problème, c'est qu'après, on retombe dans la monotonie, on retombe dans l'emmerdement. Excuse-moi, je sais, je suis un peu vulgaire sur les bords. Bah, tu sais, tu peux y aller puisqu'on est deux. Donc, moi, je ne suis pas dans le mode non, non, pas de gros mots, pas de trucs comme ça, plutôt nature. Donc, tu peux y aller. Donc, les gens retombent dans l'emmerdement et c'est ce qui fait que ça ne va pas. Les gens ne sont pas épanouis. Avoir un but dans la vie, c'est sortir de cette monotonie-là. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle. Bien sûr. Hein. L'objectif de vie, ça peut être n'importe quoi. Hein. Il y en a qui veulent faire, je ne sais pas moi, pour être bien dans la vie, ben, écoute, je veux aider les gens, en travaillant dans des associations, en travaillant dans le... Peu importe. C'est trouver un but à sa vie, à ce qu'on veut apporter aux autres, ou à ce qu'on veut s'apporter à nous-mêmes, afin de pas sentir qu'on est là et qu'on passe sans savoir ce qu'on vient apporter, sans savoir ce qu'on vient faire ici. Quoi. Ok. Beaucoup de gens ont la sensation de passer la vie sans la vivre. Avoir un but dans la vie, c'est vivre sa vie sans arriver à 80 ans en disant merde, si j'avais su, moi j'ai ça, et puis maintenant ben, j'ai 80 balais, ben, c'est trop tard. Ok. La vie Ouais, pour moi, mieux. dans ce que tu dis, j'entends la notion de passer du mode survie, pardon, au mode vie. C'est-à-dire que beaucoup de gens que j'accompagne, et c'est pas dénigrant quand je dis ça, mais arrivent en mode survie, c'est-à-dire bah, je fais ce qu'il faut pour, comme tu dis, pouvoir, je sais pas, payer les factures, pas être trop malheureux, etc., etc. Mais je suis pas en mode vie, je suis pas en train de créer une vie qui m'inspire. Je suis un peu en mode pilotage automatique, un peu en mode spectateur. Moi, j'appelle ça aussi sous-exister. Et il n'y a rien de péjoratif à ça. Il n'y a rien de mal à sous-exister, même si le terme peut paraître un peu, voilà, tu es en dessous si tu sous-existes. Mais non, non, c'est plus être en mode survie, quoi. Et justement, pour toi, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les changements pour toi à partir du moment où on passe du mode survie au mode vie, à partir du moment où on passe de bah, je suis un peu dans ma vie et je me laisse, je suis un peu en pilotage automatique à j'ai un but, comme tu disais, j'ai un pourquoi, j'ai un ou des objectifs de vie. Ben, la première des clés que je donne en général, c'est qu'on passe notre vie en général à penser aux autres. C'est-à-dire qu'on est là, on passe aux autres, on paye les factures, on fait tout ce qu'on a à faire. Et on n'est qu'un chiffre, hein. Je dis souvent qu'on n'est qu'un numéro de sécu. Donc la société nous fait comprendre qu'on est un groupe, qu'on est informel, tu vois ce que je veux dire. Et J'ai la pas entendu, première ça a des coupé. T'as dit bases quoi? pour on est dans notre société, on a un numéro de sécu, on a un chiffre, et on vit dans un monde un peu informel, où en fait on n'est qu'un parmi tant d'autres. Mhm. Et pour vivre sa vie, la première des bases, c'est de dire, attends, moi je suis là en fait. Moi j'existe, j'ai le droit d'avoir mon putain d'opinion, j'ai le droit d'avoir mes putains d'envie. C'est de dire, ok, qu'est-ce que je veux réellement maintenant? Est-ce que là, demain, j'ai envie d'aller faire ça? Est-ce que j'ai pas envie? Est-ce que j'ai envie de faire ça? On est conditionné depuis tout gosse par des trucs. Par exemple, on connaît tous, hein, pour pouvoir mettre du parfum, il faut être David Beckham. Pour les hommes, faire 1,95 m pour 100 kilos de muscles, surtout pas enrobé. Et pour les femmes, il faut faire 1,95 m, rentrer dans 12 ans. Alors, c'est un peu cliché ce que je suis en train de dire, mais c'est un peu le cas. Et dès que tu sors un peu de ce conditionnement, ben, tu es différent. Et du fait que tu es différent, il faut que j'aille me planquer. Alors qu'en fait, non, mais putain, on est tous différents. Tous.
Il y en a. Je crois qu'on est 70 millions en France maintenant. Il n'y en a pas un qui est identique à l'autre. Alors merde, moi je suis qui parle beaucoup, je suis quelqu'un qui rigole. Alors je suis Marseillais en plus, donc je suis quelqu'un qui rigole fort. Vous pouvez être dans la rue, je vais rigoler comme un putois, j'en ai rien à foutre de savoir ce que le mec à côté il va penser, parce que c'est ma vie. Et la première des clés, si on veut être vraiment vivant, si on veut avoir la sensation d'être vivant, c'est arrête de regarder ce que va dire l'autre, ce que va penser l'autre. Vis pour toi. Parce que l'autre, si demain euh, tu as des problèmes, il ne sera pas là pour toi, lui. Le voisin ne sera pas là pour toi. Il faut s'arrêter. Pourtant, toi, tu passes ton temps à te préoccuper de ce qu'il va dire. Non, vis ta vie pleinement et l'autre, tu n'as rien à foutre. Ok. Et là, déjà, tu vas te sentir libéré d'un poids Et magistral. alors, justement, dans ce que tu m'avais dit que tu avais aussi envie de parler du regard des autres, et là, c'est ce que tu commences à faire. Et Ouais, justement, je voudrais qu'on garde ça pour la fin de l'interview et qu'on ouais, aille justement un peu plus loin de ce truc que je trouve très vrai de bon, bah voilà, tu t'en fiches des autres, débarrasse-toi du regard des autres, mais qui est encore très théorique. Et donc, j'aimerais qu'on creuse ça à la fin de l'interview. ok, Moi, ce que je retiens dans ce que tu as dit, c'est l'idée de plaire, l'idée aussi de faire plaisir aux autres et de ne pas prendre des décisions, de ne pas faire des choix forcément à partir de soi, à partir de ce qu'on a envie, à partir de ce que sont réellement nos désirs. Et ça, c'est quelque chose que je vois évidemment énormément chez les gens que j'accompagne. Souvent, derrière, il peut y avoir la croyance de penser à soi, c'est mal, penser aux autres, c'est bien. Donc, faire plaisir, être attentif aux autres, être dans l'altruisme, c'est bien. Par contre, c'est égoïste et donc mal de se dire, maintenant, je vais vivre une vie où je choisis à partir de moi et à partir de qui je suis. c'est ça. Beaucoup de gens pensent qu'avoir de l'ego, c'est ce qu'il y a de pire. En fait, c'est très intéressant et très important d'avoir de l'ego. Mais attention, il ne faut pas en avoir de trop, il faut rester humble. L'ego, pour moi, c'est un outil. L'ego, c'est ce qui permet, par exemple, quand tu commences à douter, à dire putain, je vais peut-être arrêter, tatati, tatata. C'est ce qui te permet de te dire, te mettre un coup de pied au cul en te disant, mais attends, tu as vu ce que tu as fait depuis le début là? Tu vas t'arrêter maintenant? L'ego, c'est un peu comme une fourchette. Soit tu piques ta bouffe pour la manger, soit tu peux crever un œil avec. L'ego, c'est exactement pareil. Soit tu peux t'en servir pour te mettre des pipis au cul quand il faut, quand tu as besoin, parce que une règle importante, c'est qu'il n'y aura personne pour te mettre un pipi au cul quand ça ira pas. C'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui échouent et très peu qui réussissent. C'est parce que quand on a besoin de pipi au cul, très peu de gens sont là pour te les mettre. Donc l'ego, c'est important, mais il ne faut pas en avoir à foison. Il faut rester humble, parce qu'on apprend tous les jours. Tu vois, par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure en arrivant, ça m'a fait sourire, parce que moi, je suis coach, je me plante souvent, je bafouille souvent, je suis loin d'être parfait, loin d'être parfait. Je suis pas le meilleur non plus, mais je me démerde. Voilà, c'est tout. Je me démerde. Je fais comme je veux. Et c'est ça la vie. Si tu es humble, ok, c'est pas grave. Je me suis planté, ok. Comment je peux faire pour m'en sortir mieux la prochaine fois? Si tu as trop d'ego, tu n'y arriveras pas. Mais il faut avoir de l'ego. Et avoir de l'ego, c'est pas être égoïste. C'est justement, encore une fois, comprendre qu'on existe. Quand on n'a pas d'ego, on peut laisser un employeur, pardon, nous marcher dessus, nous gueuler dessus comme un putois, nous dire qu'on est une merde, nous dire que tous les pires trucs qu'un employeur peut nous dire. Avoir un peu d'ego, c'est de dire, attends, je prends pour qui il est pour dire que je suis une merde? Qui il est, lui, pour me dire que je suis une merde? Alors d'accord, il me paye, mais d'où il a le droit, lui, de me dire que je suis une merde, que tatati, tatata? Non. Et ça évite les burn-out, ça évite toutes les situations, finalement, tu meurs intérieurement parce que tu te fais écraser par, par tous les gens qui peuvent t'écraser. Hmm. Je parlais d'un patron, mais ça peut être n'importe qui. Un membre de la famille, n'importe qui. Hmm.
Du coup, toi, tu parles du rôle de l'ego et c'est vrai que bah, moi, sur cette notion de, on va dire, de penser à soi, de faire des choses à partir de soi, comme je t'ai dit, il y a souvent ce truc de bah, j'ai peur de briller, en fait. J'ai peur de briller, j'ai peur d'aller vers mes objectifs de vie parce que ce serait égoïste, parce que je suis qui, moi, pour briller, etc. etc. Et j'avais une cliente qui récemment m'a partagé ça, m'a dit, bon, bah voilà, maintenant que je sais ce qui m'anime, on a fait un travail pour définir ce qui l'animait profondément. Ok, mais maintenant je flippe en fait. Je flippe parce que je trouve ça égoïste, parce que j'ai peur de briller, parce que ci, parce que ça. Et en gros, l'idée, c'est bah, parce que je suis égoïste en faisant ça. Et en fait, à ce moment-là, je lui ai dit, mais en fait, en quoi ça va être hyper altruiste et hyper aidant pour les autres que tu brilles? En quoi le fait que tu joues ta note, c'est-à-dire que tu prennes des décisions à partir de toi, que tu réalises tes rêves et ce qui est égoïstement le plus important pour toi, en quoi ça va être la chose la plus altruiste que tu vas pouvoir faire? Et on creuse un peu autour de cette question. Elle me dit: «Ah bah ouais, mais moi, si déjà je brille et si je rayonne et si je me sens bien, bah, du coup, ça va impacter mon entourage». OK, et puis, bah, du coup, ça va faire se sentir bien plein de gens et puis, du coup, comme je vais faire ce qui me passionne, je vais pouvoir aider les gens en faisant ce qui me passionne et du coup, je vais plus les aider et au fur et à mesure, elle se rendait compte qu'en fait, bah, plus tu rayonnes ta propre lumière, plus tu es égoïste, en gros, plus ça va être un acte d'altruisme puisque le meilleur moyen d'aider les autres, c'est déjà de s'aider soi-même. Et quand tu t'aides toi-même, tu commences à briller, tu commences à rayonner. Et ce que tu rayonnes, en fait, bah, ça va juste rayonner sur l'ensemble des gens autour de toi. En fait, ça transverse le regard de ah ben non, c'est purement égoïste, quoi. Dans un avion, je prends cet exemple-là, en cas de Ouais, je pense savoir ce que tu vas dépressurisation, partager. J'adore cet exemple. l'hôtesse de l'air, elle dit clairement au départ, quand l'avion décolle, c'est pas compliqué, en cas de dépressurisation, il y a des masques qui vont tomber. Que tu es seul ou que tu aies trois enfants, la priorité, c'est mets ton masque en premier. Alors, tu as la plus grande partie des gens qui vont dire: oh, j'ai des enfants, je vais mettre mon masque d'abord sur moi et pas sur mes enfants. Ben ouais, mais c'est pas compliqué. Quand il n'y a plus d'oxygène, tu mets à peu près 30 secondes pour tomber dans les vapes. Et tu meurs en 2 minutes, je crois. Si tu commences à mettre, tu as trois enfants, si tu commences à mettre les masques, alors tu vas galérer, tu vas mettre sur le premier. Ok. Deuxième, tu vas t'évanouir. Donc le deuxième, avec un peu de chance, il survit. Le troisième, il meurt. Et toi aussi. Super, t'as perdu un enfant, toi t'es mort, et les deux autres sont orphelins. Tu mets ton masque, tu mets le masque sur le deuxième, les deux autres tombent dans les pommes, c'est pas grave. Tu mets les masques sur les deux autres, résultat des comptes, tu as sauvé tes trois enfants et t'es vivant. Donc, d'un acte qui paraît au départ insensé, parce que le rôle de parent, c'est de protéger ses enfants, ou sa femme, ou peu importe, en prenant le temps de se mettre en sécurité soi, ça me permet de protéger les autres derrière. Par exemple, une intervention du RAID, les mecs, ils arrivent à la Wall Again Beach to Fly en disant bon, ben, on va rentrer par la droite ou par la gauche. Et non, ils se mettent d'abord en sécurité, ils analysent toutes les possibilités possibles et imaginables. Et une fois qu'ils sont sûrs à 200% de comment on va rentrer dans le lieu, comment on va abattre les trucs à abattre, ben, ils rentrent. Yes. Et du coup, bon, imaginons que voilà, j'ai fait ce chemin-là intérieur, j'ai dépassé cette barrière de croire que c'est égoïste si je réalise mes rêves, si je prends des décisions à partir de moi. Je suis OK avec ça. Maintenant, la difficulté que rencontrent beaucoup de gens, que moi, qui m'a fait mais galérer à un point, qui m'a engendré une culpabilité de fou, c'est cette question de bah, c'est quoi qui m'anime? C'est quoi mon objectif de vie? C'est quoi mon pourquoi? Comment je fais pour le trouver? Parce que j'ai des idées, j'ai des trucs où je pense qu'un peu ça pourrait être ci ou ça, mais en fait, je ne suis pas certain. Et la difficulté que rencontrent beaucoup, et il y a des raisons à ça, c'est que ce n'est pas si facile que ça de trouver ce qui nous anime. Alors pour toi, sur quelqu'un qui regarde cette vidéo ou qui écoute cette interview, qu'est-ce que tu lui dirais sur comment je fais pour trouver mon pourquoi? Déjà, la première question à vous poser, c'est qu'est-ce qui vous fait vibrer au quotidien? À quel moment dans votre vie vous vous éclatez le plus?
Ça peut être en aidant les gens, en faisant peu importe l'activité. Une fois que vous avez trouvé l'activité, qu'est-ce qui vous régale dans cette activité? Par exemple, il y en a qui adorent aller faire du foot. C'est pas tant pour taper dans le ballon qui s'éclate, mais ça va être après dans les vestiaires, quand ils vont discuter avec les collègues, ça va être qu'est-ce qui nous fait vibrer? À partir de cette question-là, une fois qu'on a trouvé qu'est-ce qui me fait vibrer, par exemple, aider les gens. Par exemple, vous communiquez avec les autres. OK. Dans quel domaine tu peux exercer cette chose qui te fait vibrer, mais en plein épanouissement? Par exemple, la communication, bon, OK, la communication, t'as plein de métiers, hein, ça peut être politique, ça peut être, comment ils appellent, tu sais, sur les réseaux sociaux, là, je m'en rappelle plus, community, Manager? ouais, je crois, ou Kessie, ou ok, alors ça, non, pas trop, parce que par exemple, le community manager, tu tombes sur plein de gens qui vont te critiquer, cracher sur ta tête. Ok, donc ça, ouais, peut-être. Ok. La troisième des choses, ça va être la visualisation. Pour moi, c'est ultra important. Faut trouver ma voie, que moi, je veux aider les gens. Au début, j'ai plein d'idées. Avocat, t'aides les gens. Médecin, t'aides les gens. Psychiatre, t'aides les gens. J'ai fait tout un tas de visualisations. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est aider les gens. Est-ce que tu Au peux fur et à préciser, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont écouter qui seront plutôt familiers avec ce terme et des gens qui vont se dire, mais qu'est-ce que c'est la visualisation? Alors, visualisation, c'est quelque chose que je trouve de très sympa parce que tu peux te la jouer Spielberg un petit peu. C'est-à-dire que l'humain a quelque chose de très intéressant qui s'appelle l'imagination. Et c'est une énergie ultra puissante et infinie. Donc, si tu te cales tranquillement, tu peux faire une petite méditation en avance, avant. Alors, une méditation, c'est quoi? Concrètement, pour faire simple, tu t'assois ou tu t'allonges dans ton lit, tu fermes les yeux et tu fais que te concentrer sur ta respiration pendant 5 minutes. Ça va détendre, ça va détendre ton système nerveux, ça va faire évacuer les mauvaises énergies du stress. Je peux conseiller une application ou pas? Oui, oui, vas-y, hein. Méditation, par exemple, tu as l'application Petit Bambou. Je ne sais Petit pas si tu bambou, ouais. connais. Ouais, j'ai déjà utilisé à une époque, ouais. Euh, pour la méditation, c'est ultra intéressant. Donc, tu fais ta petite méditation avant, et puis après, ben, tu fais ton petit script dans ta tête. Ok, là, je vais m'imaginer en train d'aider les gens. Donc Ça concrètement, va. c'est visualiser son avenir tel qu'on voudrait qu'il soit, quoi. C'est ça? Voilà. Tu donnes un petit synopsis à ton cerveau, tu lui dis je veux aider les gens, et puis ton cerveau va partir à droite, à gauche. Après, tu lui dis, bah, tiens, là, je veux faire ça, et puis tu l'emmènes, tu le diriges, tu fais ton Ok. propre film. Donc, identifier ce qui nous fait vibrer et ensuite visualiser le résultat qu'on aimerait obtenir, c'est ça? C'est ça. Et plus tu le visualises, plus ça deviendra concret à la fin. Ok. Plus ça précise. Je vais te poser une question par rapport à ça parce que moi, j'ai un regard totalement différent de toi sur la visualisation et je partagerai après mon point de vue qui n'annulera pas ton point de vue, mais justement, c'est cool qu'on puisse échanger sur ça. C'est quoi pour toi l'intérêt de la visualisation? C'est quoi les bénéfices de ça? Est-ce que toi, tu as vécu des bénéfices de visualiser ton avenir? La visualisation, ça a juste l'intérêt de voir, voilà, est-ce que dans le fond, ça te fait kiffer ce que tu vois ou pas? Alors, c'est juste un peu comme quand tu vois un film. Tu vois ce que je veux dire? C'est, pour moi, l'intérêt, il est là. Alors, il y a des gens qui accrochent l'utilité sur la visualisation, que ça permet de voir ce qui va arriver, ou tout ça un peu comme la pensée positive. Euh, pour moi, tout ça, c'est un peu. Enfin bref, pour moi, c'est un peu de la perte de temps. Ok. Donc, la visualisation, pour moi, c'est OK, par exemple, là, pour l'instant, je veux devenir avocat. OK, visualise-toi comme avocat 5 minutes, qu'est-ce que tu vois? Alors, tu te vois avec le gros dossier, tu te vois le bordel, ta. En essayant d'être neutre, tu vois aussi les côtés négatifs du boulot, tu vois. Tu travailles jusqu'à 3 heures du matin parce que tu as un dossier à la con le lendemain,
tu culpabilises parce que tu n'as pas réussi à sortir un mec de zonzon ou quoi que ce soit, est-ce que ça t'emballe ou pas? J'accorde que cet intérêt-là à la visualisation. Ok. Et aussi le fait que l'avantage, c'est que pour ceux qui ont du mal à s'endormir le soir ou qui ont des troubles du sommeil dus à des cauchemars et tout ça, vu que ton cerveau, tu l'envoies dormir sous le temps qui lui dicte son cheminement, il aura moins Hmm. tendance à aller après en cacahuète. Hmm. Alors, c'est marrant parce que du coup, moi, quand tu parles avec tes mots à toi de visualisation, moi, en fait, j'entends plutôt clarté, c'est-à-dire une fois que, bon, bah, je sais pas, je sais que ce qui m'anime, disons, le sport, par exemple, faire et enseigner du sport, bah, l'importance de se créer une clarté sur, OK, concrètement, maintenant que je sais ce qui m'anime, à quoi je veux que ça ressemble dans ma vie. Est-ce que le sport, je veux que ça prenne la forme de bah, je veux devenir un sportif de haut niveau ou je veux devenir un éducateur sportif auprès des enfants ou je veux devenir un entraîneur de haut niveau au niveau du sport et donc mettre de la clarté sur, OK, mon rêve, c'est quoi les détails en fait, maintenant que j'ai le cœur du truc, à quoi ça va ressembler. Et du coup, j'aime bien que tu apportes cette nuance avec pour toi ce qu'on pourra aussi entendre par visualisation, parce que justement, tu as tout un tas de trucs sur les affirmations et la visualisation dans le monde du développement personnel qui te véhiculent l'idée que, eh ben, en fait, il suffit de faire des affirmations positives et de visualiser pour avoir des résultats. Et ça, non seulement c'est juste pour moi un énorme bullshit, mais en plus d'être un bullshit, c'est quelque chose qui peut être très autodestructeur pour les gens, dans le sens où quand tu démarres ce truc-là, tu lis ton bouquin Le Secret ou tu regardes des vidéos YouTube qui te disent il faut visualiser, machin. Tu suis le truc à la lettre, tu visualises tous les jours, tu fais tes visualisations, machin, et puis tu vois qu'au bout de 6 mois, il n'y a pas grand-chose qui a bougé. Et donc, tu te culpabilises parce que tu te dis je ne comprends pas, j'ai tout bien fait la méthode, ça ne marche pas, peut-être qu'il y a un truc qui cloche chez moi. Donc, tu me dis si je me trompe, mais moi, de ce que j'ai compris, quand tu utilises visualisation, tu parles surtout d'être au clair sur quelle vie on veut avoir, quoi, c'est ça? C'est exactement ça. Ok. Pour moi, c'est faire le film pour savoir, OK, où je vais être dans 10 ans. C'est où je vais être dans 10 ans et à quoi ressemble ma vie dans 10 ans. Dans 10 ans, OK, je me vois ça. Ah non, finalement, ce côté-là, non. Alors, c'est peut-être pas ça que je veux faire. C'est peut-être ça. Ok. Ça, après le reste, moi, je pense pareil que toi. En tout Ok. cas, si les informations, on serait tous des animaux, ce alors, hein. On serait tous à la tête de Tesla avec, alors peut-être pas tous, mais on serait tous là aux as, c'est Hmm. Ok, alors pour finir, et après on va passer à un autre sujet que tu voulais aborder, mais pour finir sur cette question de pourquoi et d'objectifs de vie. Donc, tu as parlé de définir c'est quoi qui me fait vibrer concrètement. Ensuite, mettre de la clarté sur maintenant que je sais ce qui me fait vibrer de manière précise et concrète, à quoi je voudrais que ça ressemble. Est-ce que tu penses que, et après je donnerai aussi mon point de vue là-dessus, est-ce que tu penses que c'est nécessaire ou utile de se faire accompagner pour ça? Ou est-ce que tu penses que c'est faisable tout seul? faisable tout seul, mais c'est plus dur. C'est plus dur parce qu'il va y avoir des moments Ah, où excuse-moi, je te coupe, mais j'adore parce que pour moi, tu as tout résumé en une phrase. C'est faisable tout seul, mais c'est plus dur. Vas-y, je te laisse continuer. c'est plus dur parce qu'il va y avoir des moments de doute, de difficulté et tout ça. Alors tout seul, oui, tu peux y arriver, tu peux te relever quand tu as des doutes, alors que le coach ou le thérapeute, ou peu importe qui vous prenez, lui, c'est son métier. Donc il va avoir la phrase qui, en 2 secondes, va vous faire passer un cheminement mental qui va vous falloir peut-être 15 jours à passer. Donc oui, c'est parfaitement faisable d'arriver à atteindre ses objectifs seul, mais mentalement, c'est bien plus pénible que Hmm. si on est accompagné. Hmm. Ouais, c'est ça. Tu gagnes du temps, tu gagnes de l'énergie, tu t'enlèves une petite dose de souffrance ou de frustration ou tout ça. Je vais vous donner un exemple concret. La dernière fois, j'étais avec une cliente moi, qui galérait à passer à l'action. Et en une phrase par message de WhatsApp, je l'ai débloqué, elle a commencé à passer à l'action, elle a eu son premier résultat. Sa phrase c'était ouais, mais j'ai peur que si je passe à l'action, j'ai peur des conséquences qu'il va y avoir. Hmm. Ok, c'est légitime. Par contre,
qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les conséquences si je ne passe pas à l'action? Hmm. Qu'est-ce que tu as à craindre de ton non-passage à l'action? Ah ouais, mais en fait, ma vie, ça reste comme elle est actuellement et je ne veux pas. Bah alors, passe à l'action. Même une phrase. Une putain de phrase, ça a pris 10 secondes, ça a Hmm. reboosté sa journée. Hmm. Alors oui, on peut y arriver seul. Je ne Hmm. dis pas le contraire. Par Bah, moi, contre, j'aime bien du coup véhiculer cette idée-là de, en fait, tu n'as pas une nécessité de te faire accompagner et tu peux très bien vivre une vie inspirante, trouver ce qui t'anime, etc., seul. Par contre, il faut être au clair sur tu vas gagner un paquet de temps, un paquet d'énergie, voire un paquet d'argent finalement en investissant et en te faisant aider par quelqu'un qui va t'aider à ça. Parce que pour moi, bah, en fait, si c'était si facile de savoir ce qui nous anime, on vivrait tous une putain de vie. On vivrait tous une vie où on se lèverait le matin, on se disait chouette, une journée de plus. Il y a juste à regarder autour de soi et pour voir que ce n'est pas le cas et que ce n'est pas si facile que ça de trouver parce que bah, en tant qu'enfant, être connecté à ce qui nous anime profondément, c'est hyper simple, c'est juste hyper naturel. Un enfant, il a envie de jouer au ballon, il va jouer au ballon, il a envie de se rouler dans la boue, il se roule dans la boue, il a envie de piquer une colère, il pique une colère, il est naturellement connecté à ses vrais désirs. Par contre, au fur et à mesure de son évolution, il va y avoir des couches de conditionnement de ah ben non, ça t'en es pas capable, ah ben non, ça c'est pas possible, ah ben non, ça c'est pas socialement acceptable, ah ben non, ça c'est pas bien. Et du coup, tu vas te mettre à créer à la place de tes vrais désirs des faux désirs qui sont des trucs qui te font un petit peu kiffer, mais pas tant que ça. Ou voire même des fantasmes de trucs que tu crois qui sont importants pour toi, mais qui ne sont pas vraiment tes rêves. Et en fait, tu te retrouves au bout d'un moment à vivre la vie de quelqu'un d'autre, quoi. Alors, j'aimerais qu'on passe au deuxième sujet dont tu voulais parler. Là, on a bien creusé sur le sujet des objectifs de vie. Tu m'as dit, j'aimerais parler de l'importance de la connaissance de soi. Et ça m'a vachement interpellé justement quand j'ai lu ça sur ton message Facebook. Je me suis dit, putain, j'ai vraiment hâte d'entendre ce qu'il a à dire sur ça. Parce que moi, je vois tellement justement de bullshit sur ça, sur la connaissance de soi, que j'aimerais bien avoir ton regard là-dessus. Pour toi, c'est quoi déjà la connaissance de soi? la connaissance de soi, pour moi, c'est la base. C'est, pour moi, c'est la base de tout. La connaissance de soi, c'est la base de tout. C'est connaître qui on est. Alors, je ne parle pas en prénom, nom. Et désolé, je te coupe, Kevin. Est-ce que tu pourrais je pense que quand tu te rapproches un peu plus du micro, on entend beaucoup mieux. Ok, pardon. On m'entend mieux? Beaucoup mieux, ouais. Donc, la connaissance de soi, c'est savoir qui on est. Alors, je ne parle pas à nom, prénom, âge. Évidemment, je pense ça que tout le monde connaît. Mais qui on est, justement, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce que l'on aime, qu'est-ce que l'on n'aime pas, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui ne l'est pas, quelles sont... C'est ça la connaissance de soi. Qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce que nous ne supportons pas. Et surtout, à partir du moment où après on se connaît, c'est aller dans ce sens-là. La connaissance de soi, c'est par exemple, je vais, euh, je vais citer un truc qui va faire débat évidemment, mais tiens, il y a un truc de Zemmour demain dans notre région, ça te dit qu'on y va? Ben non, moi je suis pour Mélenchon. Non, je ne vais pas, parce que mes valeurs, mes principes ne sont pas accordés sur ça. Et je n'accorde pas d'importance au fait que lui, c'est mon meilleur ami ou ce machin, Mm. pour m'écraser. Non, je me connais, je sais que ça ne me plaira pas, je vais dans mon sens à moi avant d'aller dans le sens des autres. Et c'est ça qui est important pour moi dans la connaissance de soi. Ok, ok. Bah, C'est j'aime faire bien une que tu... intro, Vas-y. c'est faire une introspection sur soi pour, ok, voilà, j'ai parlé des valeurs, des principes, mais ça peut être quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts aussi. Ok, mes qualités, c'est je suis super beau parleur, tatati, tatata, je suis doué en machin. Par contre, mon défaut, c'est que je m'énerve vite, je manque de patience. C'est important de savoir ça pour travailler dessus. Par exemple, aujourd'hui, je vais, par exemple, aller garder le fils de ma fille, de ma soeur, pardon, ou le fils de ma soeur. Ok, il va falloir que je sois patient, donc on va souffler un peu, parce que je sais que de base, je ne suis pas patient. Mm.
Et accepter surtout qu'on a des qualités et des défauts. Ça fait partie de la connaissance de soi. Je Donc sais que savoir dans qu'on n'est ce, pas parfait, quoi. voilà, je sais que dans ce domaine-là, je suis pas bon. Ok. Mais c'est pas grave. Il n'y a rien de grave là-dedans. Parce que si vous êtes parfait, ça veut dire que vous êtes Dieu et personne n'est Dieu. Hmm. C'est ça la connaissance de soi. Bon. Ok. Moi, j'entends plusieurs choses dans ce que tu dis. J'entends donc, comme tu as dit, la nécessité de savoir qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie, qu'est-ce qui nous anime. J'entends le truc de ne pas essayer d'être un être humain parfait, qui pour moi est un piège dans lequel on tombe tous parce qu'on est surentraîné à ça, essayer j'appelle ça d'être un être humain à un côté, donc que gentil, que fort, que qui réussit, que positif, que tout ça. Et donc, quand tu parles de se connaître et de savoir aussi ce qu'on n'est pas capable de faire ou ce qu'on fait moins bien ou nos défauts, comme tu dis. Et par contre, moi, il y a un piège que je vois souvent quand on parle de connaissance de soi. Tu vas me dire, c'est quoi ton regard là-dessus? C'est qu'il y a tout un tas de gens que je rencontre ou que j'accompagne qui veulent changer un truc dans leur vie, sont insatisfaits de quelque chose, veulent se transformer, voilà, en ont un ras-le-bol de quelque chose et vont faire tout un tas de démarches de connaissance de soi. Donc, ils vont faire des stages, ils vont faire des coachings ou ils vont faire des tests, beaucoup de tests, tu sais, de savoir, ah bah tiens, est-ce que en fait c'est parce que est-ce que je suis hypersensible, est-ce que je suis haut potentiel, est-ce que je suis machin. Et en gros, la quête de fond derrière, ça va être de venir comprendre pourquoi aujourd'hui je suis comme ça. Donc par exemple, je vais prendre un exemple bateau. Aujourd'hui, j'ai des épisodes de déprime où, par exemple, ça m'arrive régulièrement que pendant quelques semaines, je déprime, j'ai pas d'énergie, je suis triste, j'ai envie de rien. Et je vais faire des tests, pour comprendre pourquoi je suis comme ça. Ah bah, c'est parce que je suis hypersensible. Ah bah, c'est parce que si, ça et en fait, quand tu fais cette démarche-là avec cette quête de trouver pourquoi, en fait, tu as juste, l'idée de venir justifier ton problème, mais trouver le pourquoi ne va pas transformer ton problème. C'est, C'est pas parce c'est, que tu comprends ou que tu crois comprendre ton problème que ça va le régler. C'est pas parce que tu dis: «Ah bah, OK, j'ai des épisodes de déprime parce que maintenant je me connais et c'est parce que je suis hypersensible». Bah, en fait, tu viens de planter ta situation problématique dans le marbre parce que tu as dit: «Je suis hypersensible», sous-entendu, bah, c'est comme ça et je vais pas pouvoir transformer ça. pour moi, c'est de la perte de temps. Parce que ça retirera pas la problématique des, on reprend l'exemple des phases de déprime. Pour moi, Ouais. tu veux sortir de ta déprime, ok, qu'est-ce que tu kiffes faire? Sortir avec des potes? Ok, ben sors avec des potes. Sors avec des potes. Tu verras que tu vas t'éclater et ta déprime va passer. C'est un exemple, hein, tout court, hein, je ne vais pas Mmh. aller plus en détail, mais c'est pas en cherchant le passé, c'est le passé, on ne reviendra pas dessus. C'est le futur qui est constructible. Donc, si tu veux changer quelque chose, il faut regarder devant, pas derrière. C'est Et ma ça, vision des choses. je pense que c'est une phrase que beaucoup de gens ont besoin d'entendre et je précise là, à tout le monde que quand je dis ça peut paraître un peu, moralisateur ou quand je dis ça, que beaucoup ont besoin d'entendre, je me mets tout le temps dedans, hein, parce que je ne considère pas que ni toi ni moi, justement, on a atteint quelque chose et que ce dont on est en train de parler, on n'est plus du tout dedans, que nous, on a tout résolu. En tout cas, moi, je considère que ces choses-là, j'ai toujours besoin de les entendre et je n'ai pas atteint un truc en plus. Mais du coup, je pense que c'est une chose que beaucoup ont besoin d'entendre, cette idée que bah, si tu veux changer, l'idée, c'est pas de regarder derrière, mais c'est de regarder devant. Pour certains, ça paraît simple, mais pour d'autres, ils sont tellement habitués à regarder dans le rétroviseur de, de dire, bah oui, mais si j'ai ça aujourd'hui, c'est parce que dans mon passé, il s'est passé ça, c'est parce qu'il y a eu tel événement, c'est parce que mes parents, c'est parce que voilà, et du coup, ils viennent planter leur problème dans le sol et c'est une déclaration d'impuissance, quoi. Alors, je reviens. Donc, il faut aller devant, clairement. Il est vrai que, par contre, il y a des trucs, des traumatismes. Par exemple, admettons quelqu'un qui a, pas, qui a peur de parler en public ou qui.
parce que, par exemple, il s'est fait maltraiter dans son enfance, la data, il faut regarder devant, clairement. Mais par contre, regarder devant, c'est peut-être justement se faire accompagner sur justement, voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans ton passé. Ok, tu as eu ça, alors un thérapeute, un coach va avoir l'observation et le recul pour dire, ok, tout ça, ça vient de ces trucs-là, ça crée telle barrière, ok, il faut péter telle barrière. Il y a des situations qui, évidemment, quand on dit faut regarder devant, ça ne vient pas loin de là dire que ce que vous avez vécu, il n'y a rien de dramatique là-dedans et regardez devant, passez votre chemin. Loin de là. Simplement, par exemple, je comprends pas, je suis nul en mathématiques, j'ai que des zéros. Ok, qu'est-ce que tu fais pour t'améliorer en mathématiques? Ben rien. Et ce soir, tu fais quoi? Ben rien, je vais regarder le match. Ouais, PSG. Ok. Demain, t'as contrôle? Ouais. T'as révisé? Non. Ok. Mais t'es pas d'avoir zéro. Mm. Oui, et dans ce cas-là, c'est pas question du passé parce que tu as entendu tel truc ou tu as vécu tel truc. Mais j'aime beaucoup la subtilité que tu apportes parce qu'il peut y avoir aussi une dérive dans le coaching qui est de dire mais non, mais le coaching, il faut juste regarder le futur et puis le passé, tu ne regardes plus derrière. Là, je pense qu'on est tous les deux raccords sur cette notion-là, qui n'est pas de dire on ne regarde plus le passé ou ce truc un peu débile de mais non, non, mais c'est que l'avenir, c'est que machin. Ça peut être intéressant, parfois utile, d'aller revisiter des choses de son passé. Tout dépend, c'est quoi le moteur derrière. Est-ce que tu le fais pour aller justifier un blocage du présent, c'est-à-dire aujourd'hui, je n'ai pas confiance en moi parce qu'il s'est passé ça, et du coup, une fois que tu l'as justifié, bon, bah, c'est cool, je sais pourquoi, puis je ne fais plus rien. Ou est-ce que tu vas revisiter ça, bah, peut-être pour comprendre un peu plus ce qui s'est passé, pour te déculpabiliser de quelque chose, puisque ça peut avoir cet effet-là. Et bien sûr que ça peut être utile d'aller mettre le nez dans le rétroviseur. Sauf que si tu fais ça H24 et que tu as la tête vers l'arrière tout le temps, comme tu disais, bah, ta vie, elle est moins kiffante, quoi. C'est ça. Il faut aller devant la connaissance de soi, encore une fois. Savoir d'où l'on vient pour savoir où on va. Ok. Et Il y a une citation que j'apprécie beaucoup qui dit, c'est un rappeur qui l'a dit, ça va me plaire c'est, alors si c'est un rappeur, vas-y. je sais plus comment il s'appelle, attends 2 secondes, je vais pas aller chercher son nom vite fait, Bah, sors-moi la punchline, je vais peut-être pouvoir la trouver. Je me la pète, mais je suis pas et mal en connaissance. pendant des années j'ai entendu que la vie change, pourtant c'était elle qui attendait que je change. D'oser, un truc comme Dossé, ça. dossé. Ouais, ça y est, j'ai le rythme dans le truc. Tu peux la redire, s'il te plaît, parce que j'aime bien cette phrase. Je vais te citer la phrase C'est ça, exacte. hein. Pendant 10 piges, il dit ça. Pendant 10 piges, j'ai attendu que la vie change. Et Puis j'ai pourtant, fini c'était par elle qui attendait comprendre. que je change. Voilà, puis j'ai fini par comprendre que c'était elle qui attendait que je change. Et c'est totalement vrai. C'est-à-dire que les gens sont là, moi aussi parfois, hein. Oh, j'aimerais bien que ma vie change. Et on fait toujours les mêmes actions qui ne conduisent à aucun changement finalement. Mm, mm. Alors qu'en fin de compte, ce qu'il faut pour changer de vie, c'est une action infime, soit-elle. Infime soit-elle, l'action qui rend différente notre quotidien amènera un changement. Tous les matins, par exemple, tu es en retard, tu te lèves 5 minutes avant. 5 minutes avant, ça me semblait être rien du tout. Mais sur le long terme, ça apportera des résultats. Et concrètement, ben, il faut regarder devant soi et se bouger le cul. Je veux atteindre ça, ok. Ben, mets dans ton quotidien les changements en place qui te permettent d'atteindre ça. Et surtout, ben, passe à l'action, bouge le cul. Mm. Yes. Et c'est pour ça, je pense aussi que le coaching prend une place de plus en plus forte maintenant et que de plus en plus de gens vont se faire coacher parce que je vais faire une généralisation, bien évidemment, ce n'est pas le cas de tous, mais quand on va voir certains thérapeutes, donc du coup, je ne vais pas généraliser, certains thérapeutes, on est beaucoup, et c'est très utile, hein, mais sur des prises de conscience, sur du déblocage, sur du machin, mais il manque cette partie, bon, ben, ok, maintenant qu'on a fait ce travail indispensable de débloquer des choses intérieurement, de prendre conscience de certaines choses, concrètement, il se passe quoi? C'est-à-dire que si derrière, tu n'as pas la partie passage à l'action, mise en place concrète d'actions au quotidien, bah en fait,
tu auras des résultats quand même parce que tu as débloqué des choses en toi, mais tu auras beaucoup moins de résultats que si tu n'as pas mis des choses concrètes dans ta vie. Et moi, par exemple, je sais que les clientes qui ont le plus de résultats une fois que je les ai accompagnés, c'est des gens qui, en plus de s'être débloqués, sont passés à l'action derrière. Je vais vous donner un exemple concret pour revenir au premier débat qui était sur l'objectif de vie. On prend quelqu'un, par exemple, qui veut faire du sport. Ok, donc, tu as trouvé ce qui te fait vibrer, c'est le sport. Tu as eu la clarté, tu veux être sportif de haut niveau. Ok, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses aujourd'hui pour devenir un sportif de haut niveau? D'accord, donc pour être sportif de haut niveau dans le running, il faut courir au bout, finalement, pour être un sportif de haut niveau, je sais pas moi, 42 km par jour. J'ai une connerie, j'y connais rien. Ok, aujourd'hui, tu cours combien? 2 km par jour. Ok, tous les matins, tu vas aller courir 2 km par jour pour augmenter ton ratio. C'est ça, passer à l'action. Je veux atteindre ça. Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place dès aujourd'hui pour pouvoir atteindre ce putain d'objectif? C'est ça le passage à l'action. N'oubliez pas une chose, tout à l'heure on disait qu'on peut y arriver seul, mais c'est plus difficile seul. Beaucoup de gens pensent argent. Ouais, mais j'ai pas envie de perdre de l'argent dans les coachings. Il y a dire que perdre de l'argent, c'est perdre du temps. Parce que l'argent, concrètement, aujourd'hui j'ai 100 euros, je vais faire les courses, je n'ai rien. Demain, les 100 euros, je les ai. L'heure que je suis en train de passer avec Charles aujourd'hui, je peux faire des pieds et des mains, je ne la récupérerai pas cette heure. C'est une heure qui est passée, c'est fini, basta. Le temps, ça ne se monnaie pas. Le temps, ça passe. Et on n'a qu'une putain de vie. Et on ne sait pas combien de temps va durer. Donc, si vous voulez être heureux le plus longtemps possible, gagnez du temps. Parce que le temps, ça passe très vite. Ouais, puis là, tu es en train de parler de logique d'investissement, c'est-à-dire je décide de dépenser une certaine somme ou un certain temps ou une certaine énergie pour pouvoir en récupérer plus après. Donc, c'est comme un investissement financier. Quand je sais pas, tu investis dans une startup, tu investis 1 000 euros, bah, tu espères que dans un an, tu en auras 2 000. Et bien là, c'est exactement pareil. Quand tu investis sur toi, que ce soit en achetant un bon bouquin, que ce soit en achetant une formation, que ce soit en te payant un accompagnement, bah, c'est perdre pour gagner en fait. Tu perds, entre guillemets, tu perds du temps, de l'énergie ou de l'argent pour pouvoir en gagner davantage après. J'aimerais qu'on aille sur le dernier point que tu as voulu évoquer aujourd'hui. Alors, tu m'as juste écrit le regard des autres. Du coup, j'ai envie juste de te laisser dire en quoi c'est important pour toi cette notion de regard des autres. En quoi c'est important cette notion de regard des autres? Parce que c'est ce qui pourrit la vie de tout le monde. Mais tous, et moi y compris. On est tous là à un moment donné à se dire putain, mais qu'est-ce qu'il va dire de lui? Qu'est-ce qu'il va penser de lui? Tous. On est tous sujets à ça. Jusqu'au même président de la République, je suis sûr que tous les matins, il se bouffe des quotas à regarder ce que les gens pensent de vous. Tous. Il y a une notion ultra importante. C'est d'arrêter de vouloir être aimé de tout le monde. On est toujours là à vouloir faire en sorte que même les gens qu'on ne connaît pas, ils soient contents de nous, ils soient bien avec nous, qu'ils nous apprécient. Et on perd une énergie folle et on perd un temps précieux là-dedans à faire en sorte que des gens qui n'ont rien à foutre de nous nous aiment. Et c'est pas bon. Parce que finalement, ça va à l'encontre même de tout ce qu'on vient de dire depuis le début de la session. La connaissance de soi, l'atteinte d'objectifs. Si on passe notre temps à vouloir faire en sorte que les autres nous aiment, jamais on arrivera à atteindre nos objectifs et jamais on arrivera à avoir une bonne connaissance de soi parce qu'on se fera écraser par les autres. Et accepter finalement d'être différent. Parce qu'on est tous, encore une fois, Charles, il est différent de moi je suis différent de Macron, je suis différent de mon voisin, de ma femme, de mon fils, je suis différent de tout le monde. Accepter notre différence et accepter que parce qu'on est différent, on ne peut pas être aimé de tout le monde. Parce qu'on a tous des goûts, des valeurs, des machins différents. Mais c'est un gain de temps de taré. Moi, j'aime le sport,
D'accord, lui, il n'aime pas le sport, c'est pas grave. C'est pas pour autant que je vais m'empêcher de faire du sport. Non. Je vais faire mon putain de sport si lui préfère faire bouffer ses chips. Ok. Mais si je veux être sportif de haut niveau, il faut que j'accepte qu'il y ait des gens dans mon entourage, ou même dans des gens que je ne connais pas, qui vont me critiquer, qui vont ci, qui vont ça. C'est pas grave. C'est pas grave parce qu'au fond, c'est ma vie. C'est ma putain de vie et c'est moi qui la vis, c'est pas celle des autres. J'ai des clients qui sont entrepreneurs et une phrase que je leur répète souvent, parce que j'ai l'impression que coach, c'est un peu comme un aide-soignant qui répète les mêmes phrases à un gars qui a Alzheimer, tu sais. On répète en boucle les mêmes phrases, je sais pas si tu as des fois cette sensation-là, Charles. Oui, On ça peut répète m'arriver, oui. Ah ouais, jusqu'au moment où le cerveau va intégrer. Ding dong. Ça y est, j'ai compris. Mais tu sais que ça fait 52 fois que je te répète la même phrase, hein. Mais le cerveau a compris. Euh, j'ai des clients qui sont entrepreneurs, ils n'osent pas faire tout un tas de choses parce que justement, ils ont peur de regarder les autres. Que vont dire les autres si tatati. Et je leur réponds à la question suivante. Si demain tu n'as plus de quoi manger, est-ce que c'est l'autre qui va te payer ton loyer, qui va te payer à bouffer, qui va payer? Non. Alors à partir du moment où il ne t'aidera pas ou il ne te paiera pas à bouffer, pourquoi tu lui accordes autant d'importance à l'autre? Mm. Si demain tu fais ce que veut l'autre, est-ce que ça te permettra d'être épanoui dans ta vie? Non. Alors pourquoi tu lui accordes autant d'importance? L'autre, c'est un frein qui nous empêche d'avancer et d'atteindre notre plein potentiel, je dirais. Ça, c'est mon Ou opinion. plutôt l'importance qu'on accorde au regard de l'autre plutôt que l'autre, quoi. C'est ça. L'importance qu'on accorde au regard de l'autre est un frein, ouais. C'est ça. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on n'a pas d'emprise sur les autres. C'est un truc qui choque pas mal de mes clients quand je dis ça. On n'a pas d'emprise sur les autres, même sur nos enfants. Alors quand je dis ça à mes clients, comment ça, j'ai pas d'emprise sur mes enfants? Si, mes enfants, j'ai d'emprise sur... Non, t'as pas d'emprise sur tes enfants. Tu leur donnes des valeurs, tu leur donnes des principes, tu leur donnes une notion de bien et de mal. Mais si à 20 ans, ton gamin il te dit, écoute, demain, c'est moi le nouveau Pablo Escobar, je vais être le plus grand narcotrafiquant de la planète, tu pourras faire ce que tu veux, tu ne pourras pas l'empêcher. Tu n'as pas d'emprise sur lui. Tu pourras lui dire, écoute, je ne suis pas certain que ce soit très très bien de plata ou plomo, mais sans plus, tu ne pourras pas plus. La seule personne sur qui on peut avoir de l'emprise, c'est sur nous-mêmes. Mm. Ouais. Moi, il y a une phrase que j'adore, c'est l'autre n'a pas de pouvoir sur nous et je n'ai pas de pouvoir sur l'autre, sauf celui que je lui donne. C'est ça. L'autre n'a pas de pouvoir sur moi, sauf celui que je lui donne. Et c'est pour ça que parfois, même souvent, on peut avoir cette impression, si, l'autre, il a du pouvoir sur moi. En réalité, il n'en a pas. Par contre, tu peux, toi, inconsciemment, lui donner du pouvoir et te décider de croire que parce qu'il a fait ci ou parce qu'il a fait ça, ça t'empêche de ou ça te permet de. Mais c'est juste une histoire que tu te racontes. C'est justement ce que j'allais dire. C'est à partir du moment où tu as pris conscience que tu n'avais aucune emprise sur les autres, pourquoi les autres ils savent pas plus que toi? Donc c'est exactement ce que tu es en train de dire. C'est nous qui laissons place à l'emprise sur nous des autres. Quand notre patron vient venir nous voir et nous insulter de tous les noms parce qu'on lui a pas rendu le dossier en temps et en heure, c'est nous qui lui avons laissé la possibilité de faire ça. Parce qu'un mec qui est sanguinaire et qui est chaud bouillant, qui met des coups de boule à tir larigot, je vous assure qu'il n'ira pas le voir en lui disant t'es qu'une merde. Hein. Parce qu'autrement, il finira la tête accrochée au mur, le mec. C'est simplement parce qu'on lui a déjà laissé place à ce gars de nous marcher dessus. Et puis alors, vous savez, les gens, on leur donne le poignet, ils nous prennent le bras. Hein. Tous. Si tu te laisses avoir une fois, ça va faire qu'augmenter. Trop bon, trop con, hein, comme on dit. Et de vouloir faire plaisir aux autres, c'est bien. Mais un employeur à qui tu dis, par exemple, écoute, moi, je veux bien faire 2 heures supplémentaires aujourd'hui. Demain aussi. Ah, d'accord, après-demain aussi.
Vendredi, t'as besoin, ok, je suis là. T'étonnes pas si tous les soirs tu rentres à 18h. Parce que forcément, après, ton patron, il va faire quoi? Alors lui, je sais qu'il va m'envoyer chier, par contre, lui, je sais qu'il va me dire oui. Yes. Oui, oui, c'est là où il y a une reprise de pouvoir sur sa vie. C'est bah, quand tu comprends qu'en fait, c'est toi qui as le pouvoir, tu passes de subir à conduire, quoi. C'est C'est toi ça. qui conduis le truc et que tu te rends compte, si je reprends ton exemple, bah, alors bien sûr, mon patron, lui, sa responsabilité, c'est qu'il me demande tous les soirs de rester 2 heures de plus. Par contre, moi, ma responsabilité, c'est que ça fait 10 fois que je lui dis oui. Donc, en fait, si à un moment donné, j'arrête de lui dire oui et que je reprends mon pouvoir à moi, eh ben forcément, ça change les choses. Pour moi, dans ce que tu partages là, j'entends bah, sortir de l'addiction à plaire, qu'on a tous à des degrés différents. Moi, le premier, où on a cette tendance à se suradapter à l'extérieur pour pouvoir être plus aimé, pour pouvoir être plus accepté, apprécié par nos proches, par les gens. Et cette phobie, cette non-acceptation de déplaire. C'est-à-dire que c'est hyper difficile pour n'importe quel être humain de sentir qu'il déplaît. Et moi, une idée que j'adore, c'est en fait, peu importe ce que tu vas faire ou pas faire, dire ou pas dire, tu vas déplaire et plaire. Et si tu regardes ta vie, tu as beau essayer de plaire et être quelqu'un qui veut faire plaisir tout le temps, il y a quand même des gens à qui tu vas déplaire. Il y a quand même des gens qui vont te critiquer. Il y a quand même des gens qui vont dire: «Oh justement, lui, il est faux cul parce qu'il fait que plaire», par exemple. Et qu'en fait, plus tu commences à être toi, plus tu commences à affirmer qui tu es, plus tu acceptes de déplaire, mais en fait, plus tu déplais, plus tu plais. Et donc, c'est là où tu deviens magnétique parce que naturellement, comme un aimant, tu vas attirer tous ceux à qui tu plais et tu vas repousser tous ceux à qui tu déplais. Et magnifiquement, bah, en fait, tu vas juste être en train d'être dans cette relation de j'attire ce qui me plaît, je repousse ce qui me déplaît. Et il y a une notion très importante là-dedans, c'est que quand on veut plaire à tout le monde, on n'est pas dans l'être, on est dans le paraître. Ce qui fait que les gens qui nous aiment, ils n'aiment pas nous, ils aiment l'image qu'on dégage de nous. Yes. Mm. Alors que quand on est nous-mêmes, alors ouais, c'est clair que dans l'eau, il y en a qui ne nous aimeront pas. Par contre, ceux qui nous aimeront, ils n'aimeront pas une image, ils aimeront qui nous sommes. Vous savez, c'est un peu comme le principe du j'ai des dizaines et des dizaines d'amis. Par contre, c'est quand tu vas pas bien que tu te rends compte que en fait, les vrais amis, tu peux les compter sur Mm. les doigts d'une main. Mm. C'est pareil. Quand tu es vraiment toi, ça dégage tous ceux qui sont là pour ton paraître, mais ça laisse vraiment que ceux qui sont là pour réellement toi. Donc soyez directement vous-même, dégagez ceux qui n'ont pas été là, c'est pas grave, et gardez auprès de vous ceux qui vous aiment pour qui vous êtes. Le reste, ça n'a pas d'importance. Ouais, je pense qu'il y a une vraie différence dans la profondeur des relations que tu crées ensuite. C'est-à-dire que tu auras des relations d'une qualité radicalement différente parce qu'au lieu, comme tu disais, de montrer, alors tu disais un autre mot, mais en gros, de montrer une surface, quoi, ou un masque, bah, tu vas montrer qui tu es toi. Et quand tu rentres en relation avec l'autre, avec qui tu es toi, bah, peut-être ça va te déplaire et naturellement, bah, vous n'allez pas connecter avec cette personne. Ou peut-être au contraire, l'autre va se permettre de montrer qui il est lui. Et là, la qualité de relation que tu vas expérimenter, ça n'aura rien à voir et ce ne sera pas j'ai 200 connaissances autour de moi, mais en fait, c'est que des connaissances et que je n'ai pas de lien profond. En précisant que pour moi, c'est pas mal d'avoir seulement des connaissances ou des relations superficielles. Moi, j'en ai dans ma vie et c'est super d'avoir des relations superficielles, hein. Totalement. Mais l'idée, c'est que quand tu vis que ça, bah, en fait, juste ton cœur, il est juste desséché, quoi. C'est-à-dire que tu n'as pas le carburant de putain, mais en face de moi, j'ai quelqu'un qui m'aime. Oui, que je peux aimer. Et je ne parle pas forcément de couple, hein, mais avec lequel on a une relation qui va au-delà de la surface et qui va plus en profondeur, quoi. C'est ça. Quelqu'un Et avec qui je peux déconner, quelqu'un avec qui je peux aller boire un café ou avec qui je peux être moi, quoi. juste ça. Et quand on est vraiment ensemble, c'est jouissif, quoi. C'est ça, le kiff d'être Exemple, ensemble. faire une blague, par exemple, moi je suis partenaire de l'OM. Alors là, je te Ah, préviens, tu vas bah, avoir. tu devais être content parce qu'au moment où on enregistre l'interview,
hier soir, c'était PSG Marseille. Et donc, bon, ils n'ont pas gagné, mais ils ont fait match nul et ils auraient même pu gagner contre Paris. Ouais. On a manqué gagner et ce que j'ai adoré, c'est quand tu as Messi qui s'est fait balayer par Dimitri Payet. Magnifique moment. Évidemment, là, sous ta vidéo, il va y avoir tous les pro Paris Ah, tu qui vas vont me lancer les casser la commentaires là. mâchoire. Voilà, qui vont me casser la mâchoire parce que je suis pour l'OM, mais c'est pas grave. Allez, l'OM. Mais donc, on peut justement, quand on a des bonnes relations avec les gens, on devrait se vanner parce que lui, il est pour. J'ai une amie, moi, qui est pour. Comment elle s'appelle Monaco. Bon, ben, on passe notre temps à nous chambrer. Tiens, t'as perdu là. Ouais, toi aussi. Et c'est l'éclat de pouvoir profiter pleinement de se vanner sans savoir dire merde, elle est pour Monaco, alors je devrais faire style que je suis pour Monaco aussi, parce que ça paraît. Non, rien à foutre. C'est pour l'OM, c'est pour l'OM. Là, sous ta vidéo, là, je vais me faire taillader en quatre parce que j'ai osé dire l'Olympique de Marseille. C'est pas grave. Bon, je pense que les gens qui regarderont ou écouteront notre interview ne seront pas dans un mode équipe de foot, Ouais. tout ça, donc bon, ça devrait aller. Alors justement, maintenant qu'on a parlé de ça, c'est difficile pour tout le monde d'aller au-delà du regard des autres et que sa voix à l'intérieur soit plus forte que les voix de l'extérieur. Concrètement, quelqu'un qui te dirait, bon, bah, c'est bien gentil tout ça, mais comment je fais pour me décoller du regard des autres, comment je fais pour m'affirmer et vivre à partir de là. Focalise-toi sur ton objectif et sur ta connaissance de soi. C'est-à-dire que si, par exemple, le regard des autres, tu sais qu'il va avoir plus d'importance, si, par exemple, ça va taper sur tes défauts, focalise-toi là-dessus et sur ton objectif de vie qui peut être n'importe quoi, comme on l'a vu au départ. Si tu es concentré sur ce que tu veux atteindre dans ta vie, les autres, à côté, ça passe. Et quand ça va pas, ben, demande de l'aide. Ok. Et quelqu'un qui te dirait, bah voilà, moi j'ai mon objectif de vie, je l'ai défini, c'est clair, je sais où je veux aller. Par contre, je sens des freins de fou parce que voilà, le regard de mes parents, le regard de mes amis ou le regard de mon conjoint, de ma conjointe, ça me paralyse quoi, et j'y arrive pas. Comment je peux faire? Alors là, c'est qu'il y a des barrières, et dans ces cas-là, là, je fais une introspection chez la personne pour savoir qu'est-ce qui bloque. Hmm. Donc concrètement, tu te fais accompagner, quoi. Voilà. Pour aller mettre justement ces barrières, pour aller de l'avant. Ok, ok. Euh, J'aimerais tout simplement te poser la question de est-ce qu'il y a quelque chose dans notre échange, dans l'échange qu'on vient d'avoir, que tu aurais aimé dire et que tu n'as pas pu dire? Ce serait quoi ton message de fin? Le message de fin, alors est-ce que j'ai dit que j'ai pas dit non, du tout dit. Le message de fin, c'est soyez vous-même et soyez fiers de qui vous êtes. C'est ça le message de fin. Acceptez vos différences, vivez là à fond votre différence, et soyez fiers de qui vous êtes. Bah, en tout cas, Kevin, j'ai encore plus apprécié, tu vois, notre échange que la première interview. Déjà, j'avais bien aimé la première, mais là, j'ai vraiment kiffé. J'ai kiffé les sujets qu'on a abordés. J'ai kiffé qu'on puisse chacun partager nos points de vue là-dessus. C'était vraiment plaisant pour moi. N'hésitez pas quand vous regarderez la vidéo ou que vous écouterez le podcast partager ce que vous en avez vécu. C'est quoi votre expérience de ça? Qu'est-ce que vous retenez? S'il y avait une chose à retenir de l'échange entre Kevin, alors je vais dire ton nom de famille parce que je crois que je n'ai même pas dit ton nom de famille, donc Kevin Ouais, Brotel. C'est ça, hein, je prononce bien. oui, Kevin Brotel, donc, très bien. qui est coach. Donc, n'hésitez pas à commenter, à mettre la chose que vous avez retenue de cet échange. Je te remercie beaucoup, Kevin. De Euh, même, merci pour ton interview. C'était génial. Merci, Kevin.